Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans épisode suivant, votre émission sur Tech Co, votre émission préférée de Tech Co, j'espère même, émission dédiée, vous le savez, à l'actu des séries et des plateformes de streaming. Et en ce moment, eh bien, les séries, elles sortent de nos écrans parce que c'est la période des festivals. On revient de Série Mania à Lille et puis on parlera la semaine prochaine de Cannes Série, le festival qui a lieu à Cannes, comme son nom l'indique, c'est pas compliqué. Ce qui veut donc dire que c'est en France en ce moment que l'on découvre eh bien, toutes les futures grandes séries et les pépites que les plateformes viennent montrer, que les chaînes aussi de télé viennent montrer en festival. C'est aussi là que les plateformes et les chaînes viennent faire leurs emplettes, découvrir les petites séries qui pourront faire l'audience de demain. Alors faut-il être chauvin finalement? J'ai envie de poser la question et se réjouir de cette visibilité de la France dans le monde des séries à l'occasion de ces deux festivals. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de la production française? Eh bien, c'est les deux questions pièges et pour lesquelles ils n'auront pas 4 heures pour répondre, que je vais poser à mes deux invités. Tout d'abord, Margot Barallon. Salut Margot. Salut Clément, salut tout le monde. Margot, fidèle de l'émission, journaliste indépendante, spécialiste des séries. Tu écris pour le magazine 3 couleurs, entre autres. Exactement. Et puis, un nouveau venu que je suis ravi d'accueillir, c'est Alexandre Letraine. Salut Alexandre. Salut Clément. Journaliste, également animateur de la loi des séries sur Radio VL. Ouais. Ça appartient au groupe VL Média. Et puis toi, plutôt un focus sur les séries françaises, c'est là que tu te spécialises. Ah, moi je suis chauvin à fond, j'assume. Et la France, grand pays de séries, en un mot, oui? Oui, depuis quelques années maintenant, oui. Et ben voilà, on a déjà un premier débatteur qui a avancé ses pions. Merci à tous les deux d'être là. La France, grand pays de séries, c'est donc notre débat de la semaine. Je le disais, on est pile entre deux festivals de séries. Série Mania qui vient de se terminer à Lille, c'était la 15e édition. Et puis Cannes Série qui arrive, qui démarre la semaine prochaine. Ce sera cette fois la 7e édition, festival un petit peu plus jeune. Deux festivals malgré tout donc très importants, avec des avant-premières, des séries très attendues, des masterclass d'acteurs et de réalisateurs, des remises de prix, des conférences aussi professionnelles, des keynotes de plateformes, de chaînes qui viennent présenter leur stratégie, des rencontres, voilà. Bref, deux moments forts de l'année série, coup sur coup, et les deux ont lieu en France, et ça, c'est pas négligeable quand même. Qu'est-ce que ça nous dit, tous les deux, de la place de la France dans l'audiovisuel et le streaming? Qui veut se lancer? Écoutez après vous, cher ami, je vous en prie. Voilà, je me lance. Non, je pense que c'est assez symptomatique du fait que justement, la France prend ce qui est sa juste place, selon moi, dans le monde des séries. C'est quand même des festivals relativement jeunes. Si on compare par exemple au Festival de Cannes, c'est quand même vraiment beaucoup plus jeune. Donc, on a eu un peu de retard à l'allumage et là, on se dit qu'enfin, la France se positionne et surtout se positionne très bien. Enfin, on était tous les trois d'ailleurs à Série Mania l'année dernière et on voit par exemple qu'un journal comme Variety va faire une newsletter quotidienne sur ce qui se passe à Série Mania, à la fois les séries présentées et puis, tu en parlais Clément, tout ce qui se passe au niveau du forum professionnel. Donc ça, je trouve que c'est très encourageant. Et donc, tel Alexandre Letraine, je vais me montrer chauvine et dire que c'est une bonne nouvelle. Plutôt d'accord, du coup, j'imagine que c'est une bonne chose d'avoir ces deux grands festivals avec ces avant-premières, ces acteurs du monde entier qui viennent se réunir en France. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, les séries françaises sont un moyen de drainer le grand public en fait vers ces festivals-là. Cannes Série a pris de l'ampleur au fil de ces années. C'est vrai qu'ils ont eu un petit peu de mal au début. Alors, ils existaient et ils ont été là dès la première année avec beaucoup de compétition, mais c'est vrai que vous ne drainez pas le même public si vous n'avez pas de séries françaises. Et cette année, ils ont quand même de très très grosses choses. Vous allez certainement en parler la semaine prochaine. La série de Pierre Ninet, la nouvelle série de Jamel Debbouze pour Canal+. Enfin voilà, donc c'est la garantie pour le public français de venir au rendez-vous parce que lui par contre, il est chauvin depuis des années. Ça va pas bouger et il vient et surtout c'est le signe que la série française aussi s'exporte et se vend dans le monde entier. On a vu que les plateformes Fury par exemple sur Netflix ça a très bien cartonné en début du mois de mars. Donc moi j'ai envie de dire que enfin on a pu à rougir de ce qu'on faisait sur les séries françaises. Allez, même si pendant des années, on n'avait pas à rougir, mais on avait tendance à un petit peu s'auto-flageller régulièrement sur les séries, quoi. C'est très français. Tu parlais, Margot, de prendre notre juste place. On est notoirement, historiquement, un grand pays de cinéma. Ça, pour le coup, c'est depuis des années reconnu. Peut-être pas en termes de quantité par rapport à des pays qui produisent beaucoup. Je pense à l'Inde, je pense aux États-Unis, évidemment. Mais en termes de qualité, de ce qu'on a apporté au cinéma. Est-ce que c'est cette histoire
dans le cinéma qui nous permet aujourd'hui d'être un grand pays de séries, ou en tout cas un pays remarquable? C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en réalité, la grande histoire de la France avec le cinéma, elle a plutôt pénalisé les séries au départ. C'est-à-dire que c'était vraiment vu comme du sous-cinéma. Et surtout dans les années 90, au moment où les chaînes ont été obligées de commencer à financer vraiment la création cinématographique, du coup, elles se sont détournées des séries. Et c'est le moment où les séries américaines, et notamment l'arrivée de Dallas, Dallas était déjà là, mais après on a eu Urgence, des choses comme ça, ont pris toute la place à la télévision française parce que c'était une place vacante. Et donc, oui, aujourd'hui, évidemment, le fait d'avoir une industrie du cinéma forte fait que ça aide. Et d'ailleurs, ce qu'on voit récemment depuis 2021, c'est que la contribution au cinéma peut se faire par les plateformes de streaming et donc, en fait, à l'industrie en règle générale audiovisuelle. Mais honnêtement, on a mis du temps à prendre ce train-là. L'histoire des séries en France, elle est quand même très, très en dents de scie. Au départ, elle se faisait quasi sous le manteau, ce qui a occasionné aussi beaucoup de créativité, quand vous n'avez pas beaucoup de moyens. Donc ça ne veut pas dire que c'était nul, mais c'était pas aidé en réalité. Tu le disais, c'était un peu ce que tu disais, le fait de s'être auto-flagellé pendant des années en considérant qu'on ne faisait pas forcément des grandes séries. Aujourd'hui, est-ce qu'on assume plus en France ce côté produisons des séries et c'est plutôt quelque chose de valorisé dans le milieu des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes? Moi, je vais quand même tempérer un tout petit peu parce que dans les années 70, on a produit de grandes séries qui se sont qui ont eu un grand succès. Je pense Belphégor, Les Brigades du Tigre, Vidocq ou tant de choses comme ça. Et même dans les années 90, en réalité, peut-être que les journalistes ou la critique ne s'intéressaient pas aux séries françaises, mais le public, lui, il était au rendez-vous. Il y avait 12 millions de gens qui suivaient Navarro, Julie Lescaut tous les soirs à la télévision. Donc en fait, il y a eu un ventre mou au début des années 80, et c'est vrai qu'il y a eu un gros ventre mou au début des années 2000, quand les séries américaines sont arrivées en masse, et de ce fait, les séries télé françaises n'ont pas su se réinventer, et c'est le fait que la fiction américaine, comme 24 heures chrono, Desperate Housewives ou Lost, arrive sur les écrans de télé, qui a poussé un peu les créateurs à se dire, bon allez les gars, maintenant on se retrousse les manches, on y va. Et puis c'est aussi des scénaristes qui ont grandi avec les séries des années 90, donc quand ils arrivent à maturité pour travailler, ils se disent non, moi j'ai envie de faire la même chose. Donc on le voit aujourd'hui avec des grands créateurs de séries. Je pense au créateur du Code pour France 2, Lionel Olanga, qui a été bercé par les séries populaires des années 70-80 et qui, quand il arrive à la télévision, il se dit moi j'ai envie de faire la même chose, quoi. Donc on a ces auteurs-là qui sont là aujourd'hui, des Fanny Herrero, des gens comme ça qui aiment les séries américaines et qui ont envie de faire la même qualité en France. Est-ce que, on le disait, on revient de Série Mania, il y aura Cannes Série la semaine prochaine, les deux ont une programmation assez éclectique, beaucoup de séries françaises dans les deux cas. Est-ce que c'est un bon cru? Est-ce qu'on arrive sur deux festivals avec une programmation de séries plutôt intéressante et qui n'a pas à rougir, encore une fois, de sa comparaison avec les États-Unis ou d'autres pays? Alors, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non. Oui, parce que ces festivals étant maintenant bien installés, je rajouterai celui de La Rochelle en septembre, qui fait que les studios, les chaînes gardent leurs cartouches et leurs excellentes cartouches pour ces festivals-là. Donc évidemment, on voit arriver la quintessence de la crème. Et je dirais non, pour être un peu taquin, mais en disant que on produit quand même pas assez en masse pour pouvoir se dire, je vais aller chercher vraiment tous les petits bijoux, et parfois on se dit qu'on sélectionne des séries parce qu'il fallait en sélectionner certaines parce qu'elles étaient prêtes et pas forcément parce que c'était les meilleures du moment, quoi. Oui, il y a un petit effet de remplissage parfois. Alors, moi, je n'ai pas vu les séries qui vont être présentées à Cannes, pas encore vu, mais à Série Mania, moi, j'ai noté une petite baisse de niveau de la série française. Aussi parce que le niveau l'année dernière était assez extraordinaire, donc forcément c'était difficile de revenir à ce niveau-là, mais voilà, petite baisse quand même, pas du tout en fréquentation, vraiment le public était là avec un record, mais plutôt en termes de qualité, de diversité. Mais il y a une montée en puissance de Cannes Série cette année au niveau de la programmation de séries françaises, pour le coup, entre la série de Pierre Ninet, TF1 qui arrive avec la première série de Nolwenn Leroy, Brocéliande, que moi j'ai vu et qui est très efficace, on se retrouve avec une montée en puissance et une vraie concurrence de séries françaises entre ces deux festivals qui sont à 3 semaines d'écart, quoi. On parlait un peu du cinéma, on est notoirement un cinéma qui est très diversifié, qui a une jambe auteur très très forte historiquement, mais qui aussi arrive à faire des comédies très populaires, même aujourd'hui des films d'action très populaires. Est-ce que nos séries reflètent aussi cette diversité de la culture française ou dans l'audiovisuel ?
Ah ben, je pense que oui, quand on voit une série comme Machine, dont on va reparler, qui va être présentée bientôt sur Arte, ou Fury, que vient de mentionner Alexandre Letraine, alors, ce qui sont 2 séries d'action, mais très très différentes, ou Lupin, enfin, je veux dire, on a du très très grand public, très populaire, et puis on a des choses comme Le Bureau des légendes, qui a été classée meilleure série de l'univers intergalactique par le New York Times. Donc, je pense qu'en termes de diversité, c'est vrai qu'en termes de quantité, clairement, on est très loin d'autres pays. Mais en termes de diversité, moi, je pense qu'on n'a pas à rougir. Sachant qu'on a toujours cette jambe très forte des séries produites par la télé linéaire, quand même, qui restent aujourd'hui des séries vues par des millions de personnes, que ce soit à la fois les feuilletons quotidiens, on peut penser à Plus belle la vie, etc., qui rassemblent Il y en a aujourd'hui des 4 millions de aujourd'hui, personnes. ouais. Il y en a 4, avec une vraie diversité, mais aussi, on parlait de Brocéliande qui va arriver, pour le coup, une mini-série, comme pour en produire des plateformes, ce que fait aussi TF1 quand c'est associé à Netflix avec le Bazar de la Charité, par exemple. C'est aussi une stratégie des chaînes aujourd'hui. Ouais, il faut miser sur l'événementiel. C'est-à-dire le côté, on va pouvoir dire, voilà, Nolwenn Leroy débarque. Ceci dit, on avait dit la même chose sur Panda avec Julien Doré, puis il y a une saison 2. Et je crois que Brocéliande, il y avait déjà des rumeurs de saison 2 qui commencent un petit peu à circuler. Donc on est vraiment sur un effet de capter surtout des personnalités fortes. Ouais. Quand on regarde le line-up de TF1 cette année, ils ont vraiment misé sur une star, un concept. C'est Nolwenn, c'est François-Xavier de Maison, c'est Julien Doré, c'est Chantal Latsou. Enfin voilà, on a l'impression qu'ils sont tous passés par là et qui répondent effectivement à cette attente du public d'avoir un héros fort. On a une grande diversité. On a une grande diversité parce que les canaux de diffusion se sont élargis aussi. Moi, j'espère que ce sera pas. Il n'y aura pas de conséquences néfastes, mais c'est vrai que je regrette la possible disparition d'une chaîne comme OCS qui a fait beaucoup pour la création française, qui a tenté plein de choses. On l'a vu à Série Mania, ils ont proposé Extra sur les accompagnants sexuels pour les personnes en situation de handicap, qui était un sujet qui était assez fort et innovateur. Donc j'espère qu'on continuera à avoir ces canaux-là pour proposer des fictions différentes. On a un peu avec Slash, France.tv, donc il faut que ça continue à exister, ces laboratoires d'expérimentation pour proposer des choses différentes et pas simplement un Maccabée sur une plage. On en fait beaucoup. Série policière. La série policière fameuse. Mais ça fait une bonne transition à ce que je voulais vous demander ensuite, puisque est-ce qu'aujourd'hui le canal de diffusion, le nouveau canal de diffusion justement de créativité, c'est pas les plateformes américaines, puisqu'on l'a vu à Série Mania, chacune est venue faire un peu son show pour dire regardez, on monte patte blanche, on produit plein de séries locales, notamment françaises du coup. Max qui va arriver, qui va se lancer cet été à 3 séries dans les cartons avant même le lancement. Netflix, on a parlé de Fury, Fiasco qui va arriver aussi, voilà, 2 séries françaises produites en France avec des équipes françaises, etc. Disney+, pareil, il y aura 7 créations originales par an. Prime Video était aussi à Cannes Série à Série Mania avec une série. Voilà, tout ça fait que les plateformes de streaming aujourd'hui prennent leur part. Est-ce que c'est une bonne chose, ces séries de plateformes américaines pour l'industrie française ou pas? Je vois Alexandre qui a c'est une déjà réponse de Normand, une petite je crois. moue. C'est une réponse de Normand, mais pas tellement moins de Normand là, je mais pense. moins de Normand. Bah, je sais pas, on nous a vendu la révolution de la série française avec l'arrivée des plateformes. Le premier essai, c'était quand même Marseille sur Netflix. Et en fait, on a l'impression que depuis... Alors, il y a de très très bonnes choses. Disney+ a pris sa part avec Ousekine, avec des fictions comme ça. Mais enfin, objectivement, j'ai pas plus de révolution de la fiction française avec ces plateformes que j'en ai avec Arte, avec OCS, avec Slash, qui prennent leur part beaucoup plus que ces fictions-là, pour ces plateformes-là pour faire du renouvellement. Enfin, objectivement, moi j'ai adoré par exemple Fury, j'ai pris un plaisir pas possible. Enfin, c'est John Wick à la française, quoi. Donc ça révolutionne pas grand-chose et on pourra pas dire que ça marquera les esprits pour les décennies à venir. Ah, moi, je suis parfaitement d'accord avec Alexandre. Vraiment, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie, dans le sens où, quand vous la faites fonctionner, elle fonctionne pour tout. C'est-à-dire qu'une fois que c'est toujours une bonne nouvelle d'employer des équipes en France. C'est toujours une bonne nouvelle d'exporter aussi, parce que ces séries sont aussi créées pour être vues plus largement qu'en France. Lupin ou Fury, en réalité... Je ne suis pas sûre que le public français soit le premier public visé quand ça sort sur Netflix. Vraiment pas. Ce qui, et là je rejoins vraiment Alexandre, occasionne parfois un formatage à l'américaine, mais avec des moyens français. Donc attention, les yeux, parfois c'est pas non plus. Voilà. Et donc en termes de qualitativement, honnêtement, il y a à boire et à manger. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie, mais
moi, les séries qui m'enthousiasment le plus ont rarement été celles de plateforme, à de grandes exceptions près, où c'est Kin qu'a cité Alexandre sur Disney+, par exemple, c'était absolument génial, mais c'est difficile de voir une véritable ligne suivie par ces plateformes-là sur la série française. Est-ce qu'on est sur l'innovation vraiment ? Je suis pas sûre. Oui, elles ont quand même un impératif d'audience internationale qui les oblige à créer des choses parfois déjà vues, ou en tout cas à refaire des choses qu'elles estiment mieux faire que d'autres parfois. Et puis il faut faire plaisir à un algorithme. Enfin, oui, le principe de Netflix, par exemple, vous avez aimé Pax Massilia, vous allez en bouffer de la série française d'action. On vous propose Fury, on vous propose Pax Massilia saison 2. Il y aura peut-être une saison 2 à Fury. Enfin voilà, il faut qu'à partir du moment où vous avez vu un truc qui vous a plu, il faut que l'algorithme puisse vous en proposer d'autres. Et donc pour en proposer d'autres, il faut les faire à l'appel, parce que sinon l'algorithme n'est pas content. Et quand l'algorithme n'est pas content, l'algorithme fait toujours comme ça, pas content. Ça devient dangereux. Tu mentionnais, Margot, l'importance de faire travailler toute cette industrie qui reste malgré tout essentiel. Je voulais vous faire réagir à quelques chiffres qu'on a eu à Sérémania, des chiffres de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, qui nous disent que les plateformes de streaming, donc les grandes plateformes américaines principalement, représentent désormais un quart des investissements dans les contenus originaux en Europe. Ça a beaucoup augmenté au cours des dernières années, mais la France n'est que la 3e destination de ces investissements des plateformes. Alors, on est à 13% de ces investissements, assez loin du Royaume-Uni, qui reste le leader en Europe, mais aussi on est derrière l'Espagne. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça veut dire que malgré tout, grand pays, mais seulement 3e en Europe ? 3e en Europe, c'est pas si déjà mal. Pas mal, ouais. On est devant l'Allemagne, par exemple. Non, alors après, il faut nuancer, je pense, un peu ces chiffres. Bon, clairement, on est largué par le Royaume-Uni. Je pense qu'il y a l'enjeu de la langue quand même qui pèse énormément. Sur l'Espagne, c'est très intéressant parce que effectivement, les séries espagnoles misent énormément sur le streaming pour s'exporter. Et on l'a vu depuis La Casa de Papel, pour être très schématique. Netflix a vu que ça fonctionnait bien et propose un tas de séries espagnoles, dont objectivement, je pense les 3/4 à peu près sont parfaitement oubliables. Mais par exemple, l'Espagne a assez peu d'autres débouchés, alors que la France, par exemple, fait beaucoup plus de coproduction internationale que l'Espagne. L'Espagne en fait très peu. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit fondamentalement une si mauvaise nouvelle que ça. D'autant, est-ce que c'est pas peut-être lié au fait qu'on a encore des chaînes de télé extrêmement fortes ? Inversement, si on prend les investissements des chaînes traditionnelles, on voit qu'on repasse assez largement pour le coup devant l'Espagne qui est très loin, et finalement on est devancé cette fois par l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui montrent quand même que sur le linéaire, la France reste encore peut-être un grand pays de linéaire. Pas encore un grand pays de streaming, peut-être, c'est la différence. Les linéaires, c'est ces chaînes qu'on annonce mortes depuis 15 ans. C'est ça. Les fameuses. Oui, tout à fait. Les temps sont creusés, mais toujours pas remplis. Mais non, mais parce qu'en fait, pendant très longtemps, même en termes d'audience, on a été à une bizarrerie en Europe, c'est-à-dire que les séries nationales étaient en dessous des séries étrangères. Alors que pendant très longtemps, il fallait que les séries, normalement quand vous produisez des séries, elles sont censées être un peu le porte-étendard de la chaîne. Et jusqu'au 2012-2013 à peu près, on voyait les courbes d'audience qui étaient dans l'autre sens. Et puis d'un seul coup, il y a une espèce d'arrivage à maturité de ces séries-là, et donc le public s'est réapproprié ces fictions-là. Il faut dire que la fiction américaine qui vient des chaînes hertziennes, donc des chaînes network, c'était un peu tassé, donc il y a moins de concurrence, et donc la série française a pu reprendre sa place, et du coup on investit beaucoup. On est quand même une énorme bizarrerie, tu en parlais tout à l'heure. On a lancé, nous, tous nos feuilletons quotidiens, il y en a 4 aujourd'hui, on les a tous lancés à partir de 2017, à part Plus belle la vie, on les a tous lancés à une époque où normalement on peut pas lancer des feuilletons quotidiens parce que le public zappe, parce que il faut que ça aille vite, il faut qu'on fidélise vite le spectateur, et nous on a réussi à le faire, et on l'a fait avec un vrai succès, ce qui représente un volume de production hallucinant à l'année. Ouais. Et puis qui porte les autres, qui permet de former des acteurs, qui permet de former des scénaristes. Avec une étrangeté aujourd'hui, c'est quand on parle avec les gens des feuilletons quotidiens, ils vous expliquent qu'ils sont en panne de scénaristes parce qu'ils n'arrivent pas à produire et à avoir autant de scénaristes que ça pour remplir les demandes. Mais moi, je trouve que c'est du positif parce que ces gens-là, après, ils vont aller en prime time, ils vont peut-être aller sur les plateformes. On l'a pas dit tout à l'heure, mais l'une des belles fiertés en ce moment, c'est le scénariste français Cook Grant-Tran qui a signé quand même un contrat d'exclusivité pour 2 ans avec HBO. Il avait créé notamment Parallèle pour Disney+, et là il a signé un contrat avec HBO. Enfin, c'était inenvisageable il y a 10 ans de se dire on va prendre une pépite française et on va lui faire signer un contrat comme Ryan Murphy ou Shonda Rhimes. Un bon incubateur. D'un mot, dernière question, on a évoqué l'idée que peut-être que ces séries françaises produites par les plateformes ne sont pas toutes de très bonne qualité, en tout cas pour nous, public français. Est-ce que par contre ça a peut-être un effet positif sur les chaînes de télé
qui ont peut-être élevé leur niveau de production pour répondre, parce que même si elles ne sont pas très intéressantes, elles sont souvent faites avec des moyens assez élevés, plus que ce que parfois peut proposer TF1, France TV ou M6. Est-ce que ça a eu un impact sur la qualité de production peut-être des mini-séries des chaînes traditionnelles? Moi, je vois plus en réalité une réponse, l'élévation du niveau français, comme le racontait Alexandre, une réponse à ces séries américaines qui ont tout bouleversé dans les années 2000. Et donc finalement, c'est une trajectoire, il reste dans la même logique. Les plateformes de streaming sont forcément une source de dynamisme, parce que ça occasionne un canal quand même de diffusion supplémentaire et parce que ça fait beaucoup d'audience. Mais en réalité, en termes de qualité, en tout cas, vraiment, c'était déjà amorcé avant que Netflix prenne l'importance qu'elle a aujourd'hui, par exemple. Eh ben, on va justement s'amuser à comparer. On a un match France-Angleterre, c'est pas du rugby, c'est pas du foot, c'est des séries, et ça nous attend dans nos séries de la semaine. Allez, honneur, on a été très chauvin, on va commencer par l'Angleterre. Notre première série n'est pas inédite, mais elle arrive pour la première fois en clair. C'est une série de 2021, si je ne me trompe pas. Margot, ça s'appelle It's a Sin, c'est ça? Et ça arrive sur France Télévisions? Ça arrive sur France Télévisions. C'est disponible gratuitement sur la plateforme France.tv. Et donc, It's a Sin en français, ça veut dire c'est un péché. C'est une série signée Russell T. Davies, qui a aussi fait Years and Years pour les fans. Série britannique. Ou Doctor Who. Ou Doctor Who, qui l'a repris en 2003, tout à fait, et Queer as Folk, qui était donc une des toutes premières fictions avec des personnages homosexuels. Je la mentionne, c'est très important, puisque donc It's a Sin, c'est dans la continuité de Queer as Folk, l'histoire de jeunes qui, au tout début des années 80, de jeunes britanniques de province, arrivent à Londres. Ils sont tous LGBT et ils découvrent en fait à ce moment-là la possibilité dans la capitale anglaise de vivre leurs amours au grand jour. Sauf que le début des années 80, ils sont aussi percutés par l'épidémie de sida qui arrive. Et c'est une série très intéressante parce que le sida, les personnages gays ont longtemps été justement laissés au placard dans les séries. Le sida encore plus, ou alors encore pire, mal montré de façon ultra dramatique. Et là, on a une série qui est à la fois très pertinente, qui explique pourquoi en fait l'épidémie a été aussi peu prise au sérieux par tout le monde, c'est-à-dire à la fois par les autorités sanitaires et par la communauté gay qui y voyait une sorte de complot en gros pour la remettre au placard. Et à la fois c'est une série donc traversée par le drame, par la mort, et extrêmement vivante, tellement colorée, avec des acteurs formidables qui s'en donnent à cœur joie. On danse beaucoup, on rit beaucoup, et c'est vraiment cet alliage qui en fait, selon moi, une excellente série. Bah, ça donne envie. C'est donc à voir sur France.tv. Et ça peut faire un bon double programme avec une reco d'une émission précédente que je vais rementionner. C'était Fellow Travelers. Tout à fait. Série qui nous avait été recommandée par sur Florian Kess. Celle-là. Qui traitait aussi... partait plutôt des années 50 pour arriver jusqu'aux années 80 justement, et montrer comment on pouvait parler du sida tout en mélangeant avec la politique américaine, le macartisme, la libération des années 60, etc. Deux programmes qu'on peut regarder, on vous commande, faites-vous des doubles programmes comme ça pour tout comprendre. Voilà, It's a Sin, je répète le titre, It's a Sin à voir sur France.tv. Et il y a d'ailleurs une série française juste derrière. Donc, France Télévisions, c'est tellement bien programmé ces séries. Il y a une série française qui est programmée derrière, à minuit, qui s'appelle Grand Palais, qui était diffusée sur France.tv, et qu'ils se sont dit, tiens, si on le rediffusait à minuit, comme personne ne regardera, ce sera très bien. Voilà. Toujours les bonnes idées de la programmation de fin de soirée où on vient cacher des choses qui sont parfois très bien. On va terminer avec nos deuxièmes recos, et là, pour le coup, on va repartir sur du grand chauvinisme, puisque c'est une série française, et je sais qu'on l'a tous les trois beaucoup aimé, puisqu'on l'a découverte à Série Mania. Cette série, c'est Machine, Alex, qui t'a particulièrement marqué. Ah oui, ça, elle m'a marqué. C'est le genre de série qu'on voit arriver déjà rien qu'à l'annonce par les chaînes, quand elles annoncent le tournage, sur un pitch. Une ancienne membre des forces spéciales, adepte du kung-fu, qui va mettre son art et son talent au service de la lutte sociale dans une entreprise menacée de délocalisation. Comme ça prête à sourire. Et puis quand on voit les images, on se dit, non, ils ont réussi. Ils ont réussi parce que c'est l'alliance, le mélange de tout ce qu'on peut aimer, des références à la pop culture, évidemment des références à Kill Bill assumées, puisque c'est même dans la tagline. Et au jeu de la mort. Et au jeu de la mort aussi. Enfin, c'est vrai que c'est marqué quand Kill Bill rencontre Karl Marx. Donc quand même, là, on peut pas se tromper. C'est porté par un casting qui est vraiment remarquable. Margot Bansillon,
cette machine est vraiment génial. Il y a des scènes de combat qui sont dantesques. Là, on en a vu quelques-unes dans un smearmork au son de Camaro, Femme Like You, qui a son Oui, la série a fait aussi des choix musicaux assez tranchants. Ah ouais, je vous dis, mais Camaro m'a marqué parce que c'est pas ma cam, a priori, mais alors là, la voir bastonner des mecs dans un camion. Moi, je suis ravie qu'on réhabilite cette chanson sur une aussi bonne une grande chanson des années 90. Ça, c'est tous les enfants des années 90 qui ont grandi avec Camaro qui la mettent dans leur série maintenant. Et Joey Stark est formidable, en vieux roublard de l'usine, marxiste à fond. Et d'ailleurs, il y a une très belle tagline, elle dit « Je savais me battre, il m'a appris à lutter ». C'est un peu la deuxième tagline de cette série. Enfin, il y en a à peu près 15 taglines dans cette série, notamment cette phrase de Emmanuel Macron qui... Vous verrez, je vous laisse la découvrir, la surprise qui est à l'antenne à l'ouverture de chaque épisode. C'est formidable. Ça monte crescendo jusqu'au 6e épisode avec un combat dantesque avec le grand méchant qui est Sébastien Lalanne, qui est formidable, que je tiens à souligner. Et puis moi, ce que j'adore, c'est quand les auteurs et les réalisateurs disent on va faire un petit doigt d'honneur à la chaîne en se disant puisqu'on est sur Arte et qu'Arte ne fait pas de saison 2, et ben moi je vais tout faire pour qu'il y en ait une. Et donc il fait un énorme cliffhanger à la fin du 6e épisode. Si avec ça Arte décide pas de commander une suite, je sais pas ce qu'il faut. C'est un appel du pied forcé et contraint pour Arte. Margot, d'un mot, je sais que tu es assez d'accord avec tout ce que vient de dire Alex. J'ai adoré. C'est par ailleurs coproduit par Amazon et il y a aussi une pique à Amazon dans la série. Et vraiment, on découvre déjà que Karl Marx est très drôle, ce qui, moi, personnellement, m'avait échappé. Mais vraiment, voir Joey Stark dropper des citations de Karl Marx un peu partout. C'est à deux doigts de tenter un double programme avec le Capital cette fois. Exactement. Qui est peut-être un peu ambitieux, mais pourquoi pas. Ça peut aider aussi à s'endormir. Ça existe en version manga, on le voit dans la série. Exactement. Le Capital. Donc, voilà. Et puis le réalisateur il nous annonce quand même que s'il y a une saison 3, Machine affrontera les gardes suisses du Vatican. Oui. C'est quand même juste dantesque d'imaginer ça. On a très envie de voir ça. Et la saison 2, c'est Rousseau, le contrat social et des migrants. Donc... Que dire de plus? Voilà la création française résumée peut-être dans tout ce qu'elle peut faire de mieux. Machine, 6 épisodes, c'est à voir à partir du 4 avril, d'abord sur la plateforme arte.tv, comme on a l'habitude maintenant, et après à la télé en linéaire, le 11 et le 18, 2 soirées, 3 épisodes. Les épisodes durent à peu près 45 minutes. Ce sera donc à voir. Ne ratez pas Machine, qui est reparti avec un prix à Sérimania d'ailleurs, le prix de la meilleure série en compétition française. Ne ratez pas ça. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci Margot, merci Alexandre. À une prochaine, je sais que vous reviendrez, c'est bien passé. Allez, je reviens. Je suis ravi de le savoir, je ne suis pas un trop mauvais animateur, un trop mauvais hôte. Vous pouvez revoir l'émission si elle vous a plu. Si vous en avez raté une petite partie, vous êtes arrivé en cours, c'est pas grave. On est sur YouTube, on est en podcast sur toutes les plateformes, on est en replay sur le site de Tech & Co, on est partout sur les internets. Vous ne pouvez pas nous rater, vous pouvez revoir ça. Et l'émission suivante, eh bien, c'est la semaine prochaine. Et je serai à nouveau là avec un invité, on en a parlé un petit peu, on l'a teasé, on parlera de Cannes Série.